Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre journal régional édition de la mi-journée. Merci de votre fidélité. Nous sommes le samedi 27 février. Dans l'actualité, la grogne tout d'abord des enseignants. Les principales organisations syndicales s'insurgent en effet contre la carte scolaire élaborée par le rectorat pour la prochaine rentrée 2016-2017. Une carte qui prévoirait la suppression de nombreuses classes dans le primaire notamment. Hier, au cours d'une conférence de presse, l'intersyndicale constituée depuis plusieurs mois a, en des termes plutôt virulents, affirmé son opposition à ce projet et annoncé sa mobilisation. Le reportage de Jacques Damprobe. Les représentants des enseignants n'en croient toujours pas leurs oreilles. À la rentrée de septembre prochain, le rectorat s'apprêterait à prononcer la fermeture de 78 classes contre 12 ouvertures dans le premier degré. Une quarantaine d'autres fermetures seraient en attente. Une issue rejetée en bloc par les syndicats, quasiment d'une seule voix, ils annoncent une catastrophe au regard des difficultés rencontrées dans l'enseignement en Guadeloupe. Nous sommes tout simplement en train d'assister au génocide tout simplement de notre système éducatif en Guadeloupe. C'est inadmissible. Nous ne comprenons pas qu'au regard des difficultés que nous rencontrons, notamment dans le premier degré, nous puissions être dans cette situation. Et bien sûr, l'ensemble des organisations syndicales tient à amener cette réflexion auprès de la population. Nous demandons donc aux parents d'élèves, aux élus, de prendre leurs responsabilités par rapport à cela. C'est quasiment entre 4 et 8 classes fermées par commune. Donc c'est la certitude l'an prochain de voir des classes surchargées à double niveau sur des doubles cycles. Et donc une incapacité à prendre tout simplement en charge les enfants les plus en difficulté. On a regardé l'ensemble des documents et aucune des mesures de suppression de classes, effectivement, ne se justifie. Donc on demande à l'administration clairement de revenir sur sa position, de revenir sur la carte scolaire du premier degré, de revenir effectivement sur les conditions effectivement, et les seuils d'ouverture des fermetures des classes, les seuils pivots. Zone rurale ou urbaine, plusieurs communes sont concernées. Abim, Bémao, Bastère, Petit-Bourg, mais aussi Saint-Martin se verraient amputés de classes. Le second degré ne serait pas non plus épargné par les coupes sombres annoncées. Nous savons pertinemment que c'est donc des dizaines de postes qui vont être supprimés. C'est des centaines d'heures de français, de maths, d'histoire, de sport qui ne seront pas dispensés aux jeunes de Guadeloupe. C'est des centaines d'heures d'options qui vont être supprimées. Et c'est aussi là, tout simplement, la dégradation des conditions d'apprentissage qui va donc s'opérer. Les syndicats d'enseignants le déclarent à qui veut l'entendre. Ils ne sont pas prêts à accepter les conditions envisagées pour la rentrée scolaire 2016-2017. La question de la réussite scolaire et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir n'a pas fini de se poser. Politique maintenant, les fameux contrats de développement durable territoriaux conclus par Victorin Lurel avec la quasi-totalité des municipalités, c'était juste avant les élections régionales, seront-ils dénoncés? Sans en remettre en cause le principe, le nouveau président, Harry Chalus, a confirmé aux maires qu'il n'a pas trouvé trace des financements de ces projets annoncés. Certains maires, en tout cas, attendent que la région respecte ses engagements. Karine Gelman. Suite de l'affaire des C2DT, les contrats de développement territoriaux, mais pas encore la fin du dossier. En effet, à l'issue d'une réunion entre les maires et le président du conseil régional Harry Chalus, il est apparu que seuls 15 millions d'euros en crédit de paiement ont été initialement inscrits à la ligne de crédit C2DT sur l'exercice 2015. Et seulement 2 400 000 ont été payés. Mais pour l'heure, rien n'est joué pour les C2DT. On nous a annoncé que la région connaîtrait quelques difficultés. Il va falloir trouver 208 millions d'euros pour pouvoir trouver l'équilibre budgétaire 2016. Deuxièmement, cependant, on ne nous a pas annoncé les résultats du compte administratif 2015. Très clairement, on ne nous a pas dit quelle est la capacité d'autofinancement de la région à rembourser sa dette. Bon, alors là aussi, donc en clair, il faut qu'il y ait au niveau financier, il y a un audit d'ailleurs au niveau financier qui sera qui est en cours, donc il va falloir affiner tout cela. J'ai le sentiment que le président du conseil régional souhaite continuer
mais a manifesté sa volonté d'arbitrer en fonction des moyens qui ne sont plus au rendez-vous, des moyens financiers qu'il prétend, je veux bien lui faire confiance, qu'il prétend ne pas avoir pour pouvoir boucler l'intégralité des engagements pris par la collectivité régionale en matière de C2DT. Et si aucune remise en cause des C2DT n'a été annoncée, les communes sont impatientes de pouvoir réaliser leurs projets propices au développement. Il y a des priorités pour la commune de Saint-François et des exigences, et nous devons les mettre en œuvre. Par conséquent, nous voulons savoir clairement et formellement si la région sera à même bien d'abonder le budget communal. Le maire du Gosier, qui est président de la commune d'agglomération, a voté son budget déjà et a prévu cette année ce qui avait été déjà engagé dans le C2DT. Et donc forcément, ça remet en cause. Vous avez des travaux qui ont déjà commencé en 2015. Le C2DT est déjà engagé. Et il y a des travaux, donc maintenant, il va falloir aussi répondre à certaines entreprises, comme le maire de Prêtre-Trois, qui disait que oui, nous avons commencé des travaux et nous allons entrer dans une phase où il faut le financement du C2DT. Nous-mêmes aussi. Nous avons fait des travaux, notamment en partie au niveau du stade, et donc nous allons donner des justificatifs. Donc le C2DT est exécutoire, a déjà commencé. Pas de remise en cause envisagée et pas de date de réalisation. Attente d'un audit financier, une rencontre individuelle des maires à prévoir, un dossier avec beaucoup d'inconnus à suivre. Il y a 2 jours, des habitants de Saint-François dénonçaient les nuisances provoquées par une déchetterie située dans leur quartier, se plaignant des rotations multiples des camions et parfois même des odeurs. Pourtant, ce sont des efforts considérables parfois qu'ont réalisé certaines municipalités au cours des dernières années pour se doter d'un outil qui, rappelons-le, doit lutter contre le fléau des décharges sauvages en Guadeloupe. Karine Gielman avec comme exemple la déchetterie de Sainte-Anne, juste à côté donc de Saint-François, inaugurée il y a tout juste quelques mois. Véritable fléau, les déchets s'amoncellent au bord des routes ou en lisière de forêt. Électroménagers, meubles abîmés, vêtements déchirés, de quoi faire le bonheur des associations spécialisées dans le recyclage, mais une pollution visuelle et surtout toxique qui dénature notre nature. En Guadeloupe, il existe 8 déchetteries réparties sur la région, dont 3 à Basse-Terre. En juillet 2015, la commune de Sainte-Anne a inauguré sa propre déchetterie. Quelque on se rend compte que les gens ont pris conscience, parce qu'en fait, au bord de la route, on ne trouve pas autant de déchets qu'auparavant. Toutefois, des opérations de communication restent à faire. Nous déplorons, c'est qu'il n'y a pas que suffisamment de Sainte-Anne ne viennent pas à cette déchetterie. Mais nous allons continuer à communiquer, à informer, à sensibiliser. Et comme nous allons continuer à le faire, mais aussi nous prévoyons des sanctions. Parce que là aussi, ce n'est pas normal, nous sommes une ville touristique. Il n'est pas normal que justement, donc nous faisons cet appel à la citoyenneté. Et donc nous n'allons pas baisser les bras là-dessus. Donc c'est une déchetterie qui est nécessaire. Le mode d'emploi est simple et le dépôt en déchetterie gratuit. Ça sert à peser les voitures, mais en fait on ne pèse pas toutes les voitures. Nous on pèse par exemple les voitures de Sargasses, qui amènent des Sargasses. Il y a certaines voitures qu'on nous demande de peser, mais pas toutes les voitures, pas tous les véhicules. Une fois les bennes remplies, les agents planifient l'enlèvement 48 heures à l'avance. Les déchets verts vont à à Gardel. Et les autres, ça va sur Écoutec, ça va au Civad. Reste encore 24 communes à pourvoir pour ce geste citoyen et gratuit. Le 14e salon de l'étudiant fermera ses portes ce soir. Durant 3 jours, de nombreux jeunes en quête d'orientation se seront donc rendus au World Trade Center pour découvrir les voies et les filières possibles, ici comme ailleurs. Parmi les institutions particulièrement visibles cette année, la Marine, tout simplement, qui recrute en grand nombre des jeunes de moins de 26 ans destinés à une quarantaine de métiers. Jacques Damprobe. Après la police et la gendarmerie, c'est au tour de la Marine nationale de recruter des forces vives en Guadeloupe. Et quelle meilleure occasion de le faire que le salon de l'étudiant. On a 3500 postes à pourvoir tous les ans dans plus de 50 métiers différents. On recrute des jeunes de 100 diplômes à Bac+5 avec différents types de contrats. Ça peut être des contrats d'1 an, découverte de la marine.
Ça peut être des contrats de courte durée de 4 ans pour des jeunes qui veulent avoir une première expérience professionnelle au sein de la Marine nationale, ou alors des contrats un peu plus longs de 10 ans si ces jeunes-là ont un jour envie de faire carrière. Les visites au stand de la marine se succèdent, les formations initiales suivies et les motivations sont variées. J'ai choisi la comptabilité parce que mes études m'ont amené au fur et à mesure à devenir comptable, mais maintenant j'ai plutôt envie de m'engager sur un métier physique et participer à plusieurs choses et se développer, apprendre de nouvelles choses. Je voudrais bien travailler dans la marine marchande, c'est mon rêve depuis toute petite. J'ai passé un bac en maintenance nautique et ça m'intéresse par rapport à le monde marin qui est aux alentours de la maintenance nautique. Et puis c'est une des occasions que je peux saisir tout pendant que je suis jeune. L'engouement semble réel, d'autant que le bureau du recrutement est basé en Martinique. C'est donc une opportunité qui s'offre aux jeunes autour d'une quarantaine de métiers. Des métiers différents, que ce soit dans le domaine des opérations, vraiment des métiers d'avenir, le cœur de notre métier, mais aussi des spécialités techniques, que ce soit mécanique, électronique, et encore des métiers du soutien. Soutien de l'homme, tout ce qui est administration, restauration. Les jeunes intéressés et qui décideront de faire carrière devront dans un premier temps partir dans l'Hexagone ou en Martinique pour un premier contrat. Haïti a depuis hier un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Fritz Alphonse Jean. Il a été évidemment nommé par le président provisoire, lui, Joslerme Privert, après une longue consultation. Monsieur Jean est économiste, spécialiste de la monnaie et des banques, selon les premiers éléments de sa biographie. Il va devoir maintenant constituer un gouvernement de consensus en attendant bien sûr la tenue du deuxième tour de l'élection présidentielle prévue en avril. Ce n'est pas chose gagnée, car hier, les parlementaires de l'opposition et même le Premier ministre sortant et son gouvernement ont boudé tout simplement son investiture. Voilà qui nous amène à l'actualité dans notre grande région. Alors que la visite de François Hollande touche à sa fin en Argentine, une pétition en ligne a été lancée par les résidents argentins en France. Il dénonce la préoccupante régression des avancées démocratiques depuis l'arrivée de Mauricio Macri à la tête de l'État. La pétition révèle de graves manquements de l'État argentin en matière de lutte contre l'impunité ou encore de protection des droits des minorités. Selon les représentants de la communauté argentine vivant en France, des journalistes réputés auraient été limogés sous la pression exercée par le nouveau gouvernement. Des programmes de la télévision et de la radio publique auraient été supprimés. La nouvelle administration se livrerait à une authentique chasse aux sorcières en renvoyant des dizaines de milliers de fonctionnaires en raison de leur appartenance ou de leur sympathie politique présumée ou après contrôle de leur compte Facebook. Durant son séjour, le président français n'a fait aucun commentaire sur la polémique. François Hollande s'est concentré sur des visites culturelles et mémorielles, un déjeuner rassemblant des chefs d'entreprise français et argentins, ou encore une séquence de diplomatie sportive avec les joueurs de Boca Juniors et David Trezeguet au stade de la Bombonera. La politique serait-elle une histoire de famille? C'est le cas aux États-Unis avec les dynasties Kennedy, Bush et Clinton, au Canada et au Kenya avec respectivement les pères Trudeau et Kenyatta qui ont vu leurs fils les succéder. La Caraïbe aussi détient son lot de népotisme, d'abord en Haïti avec les Duvalier, père et fils, puis à Antigua où Vere Bird a été élu Premier ministre en 1960 et son fils Lester 34 ans plus tard. Mais c'est surtout en Jamaïque que la relation familiale en politique est la plus forte. Déjà en 1944, Alexander Bustamante et son cousin Norman Manley, qui sont les fondateurs de la Jamaïque indépendante en 1962. Le fils de Norman, Michael Manley, est devenu le premier ministre le plus populaire de Jamaïque et a épousé Beverly, qui est aujourd'hui la nouvelle épouse de Donald Keith Duncan, ancien ministre sous Michael Manley. Donald Keith Duncan a lui-même 2 filles d'un premier mariage qui siègent toutes 2 au Parlement. La dynastie politique continue en 2016 où les députés Pernell et Smith garderaient farouchement leur siège le temps d'y placer leurs fils respectifs. Aujourd'hui, la Premier ministre de Jamaïque, Mme Portia Simpson Miller, a 2 cousins parlementaires. En Guadeloupe aussi, la famille joue un rôle solide dans le pouvoir local, les Berniers à Saint-François, les Jaltons aux Abîmes ou encore les Michauds à Basse-Terre.
La section blanchiment d'argent et contrôle des drogues de la police antillaise est à la recherche de 2 hommes présumés être très dangereux et en lien avec une saisie de drogue importante au début du mois. L'un des malfrats, Darion Anthony Nicolas, est un Dominicain de 37 ans et l'autre, Vincent Anthony Anglin, est un Jamaïcain de 39 ans. Les 2 hommes sont considérés comme armés et dangereux. Près du butin de la drogue, de montant estimé à près de 4 millions de dollars, de nombreuses munitions ont été découvertes. La police appelle à signaler immédiatement toute personne suspecte. Les 2 brigands ont été identifiés sur des radars routiers. Les policiers enquêtent activement sur l'origine des munitions et de la drogue. Et puisque nous sommes dans la Caraïbe, parlons de notre aéroport Paul Caraïbe qui vient d'afficher une activité record en 2015 avec plus de 2 millions de voyageurs. Eh bien, il célèbre à compter de ce mois son 20e anniversaire. 20 ans que s'est opéré ce qu'on a appelé à l'époque le basculement de l'aérogare du Rézé vers le site actuel. C'est une véritable page d'histoire qui est d'ailleurs retracée dans une exposition au hall de l'aérogare actuelle. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Il y a 20 ans, un fameux dimanche 18 février 1996, l'aéroport Paul Caraïbe ouvrait ses portes au public pour la première fois. Le vol inaugural avait été effectué par Air Martinique avec à son bord le premier passager qui a emprunté la nouvelle plateforme. La personne qui s'est vue décerner ce certificat, c'était un certain monsieur Philippe Choumi, ingénieur en électronique, qui a pris l'avion ce jour-là, mais sans savoir que quelques années après, ce monsieur Philippe Choumi serait chef du service maintenance équipement de Guadeloupe Paul Caraïbe. Vous voyez, comme quoi le fait d'avoir été présent ce jour-là à Guadeloupe Paul Caraïbe, c'était peut-être prémonitoire. Avant ce basculement au nord de la piste, l'aérogare du Rézé faisait la fierté des habitants des alentours. Le Rézé était à la pointe, tout arrivait, nous voyions tout avant les autres. C'était le cœur, le poumon du Rézé. C'est en 1965 que l'aérogare Pointe-à-Pitre Le Rézé, aujourd'hui à l'abandon, a accueilli ses premiers passagers. Et en 1970, le premier Boeing 747 atterrit sur notre territoire, ouvrant ainsi nos frontières touristiques. Après 31 ans d'activité, l'aérogare du Rézé a laissé place à l'aéroport Paul Caraïbe pour faire face à l'accroissement du trafic et accueillir les passagers dans de bonnes conditions. L'un des moments forts de ce nouvel aérogare, le vol d'essai de l'Airbus A380. C'est un moment professionnellement, j'étais très sollicité, très fatigué, mais c'est vrai que c'est une fierté de voir que nous, en Guadeloupe, notre petit aéroport, on a su faire à un moment donné les bons investissements pour accueillir le plus gros avion du monde. Et là, l'émotion, elle est intacte, elle est encore là. Et c'est vrai que c'était une fierté ce jour-là, professionnellement, de voir que mes équipes, que ceux qui m'ont précédé aussi, ont fait les investissements opportuns pour être capables d'accueillir ce type d'avion. Une exposition retrace les 20 ans de l'aéroport, du Rézé à Guadeloupe Paul Caraïbe. Elle est visible dans le hall de l'aéroport. 2 mots de football avec tout d'abord le tournoi UFC des champions de la Caraïbe qui se déroule en plusieurs poules et dans plusieurs pays. Ça va mal, plutôt mal même, très mal plutôt pour notre champion, le CSM, qui hier soir a été écrasé par le champion trinidadien W Connection. C'est une très grosse équipe qui a l'habitude d'être finaliste de cette compétition. 5-1 pour les Trinidadiens devant les Mouliens. Et puis, c'est bien mieux pour la Gauloise de Basse-Terre qui, elle, dispute son tournoi en Haïti, à Port-au-Prince. Hier soir, les Gaulois ont défait l'équipe championne des Bermudes, 4-1. La Gauloise devrait disputer la première place de sa poule demain soir. Il y a également une journée, malgré tout, de championnat de division d'honneur ce week-end et notamment aujourd'hui. Cet après-midi, 16h, vous verrez le programme s'afficher dans un instant. L'Arsenal affronte la Juventus à Petit-Bourg. L'AOG sera opposé au Phare du Canal à Rivière-des-Pères à Basse-Terre. Et l'Étoile rencontre l'USR, le leader du championnat, à Morne-à-l'Eau. Ce soir, 20h, l'Amical Club de Marie-Galante rencontre le Sirocco aux Abîmes et la Solidarité scolaire défie le CA Marquisa à Bémao. Et puis, nous sommes à 6 jours du premier tour de la Coupe Davis qui se déroulera au Vélodrome, bien sûr, de Gourdeliane à Bémao, entre la France et le Canada. Les 2 équipes s'entraînent depuis plusieurs jours, même si côté canadien, on attend encore l'arrivée de la star, le géant Milos Raonic,
qui est tout simplement 13e joueur mondial. Le central de Gourdeliane, quant à lui, est encore peaufiné, bichonné pour qu'il soit au goût des joueurs, et osons le dire, d'abord des joueurs français. Le reportage d'Éric Pommier. 7h30, le cours central du vélodrome de Gourdeliane est débâché soigneusement pour le remettre aux normes du jeu. Problème, le cours hier a été agressé par une sérieuse averse, occasionnant un taux d'humidité trop important, rendant la surface peu praticable. C'est là que Bruno Slastan et toute son équipe interviennent. Il faut avant tout gratter puis brosser la terre pour enlever le trop-plein de cette humidité. Tout le monde est à la tâche sur toute la surface de jeu. C'est une surface qui est vachement capricieuse en fait. Il faut vraiment s'en occuper tous les matins. C'est primordial pour le restant de la journée. C'est normal, c'est les premiers entraînements. Donc ça marque un peu. En plus, c'est Joe qui l'a pris pendant 2 jours. Il fait quand même du 48. Et il est normal que le rouge commence à prendre sa place. Ça commence à arriver. Il y a une grosse opération de travail le matin. Après, ça sera plus de la présence et des arrosages. Après que la terre battue ait retrouvé son aspect de tapis poudreux, c'est cette matière spéciale, sorte de petite bille blanche brillante, qui sera répandue sur les endroits les plus abîmés. On aura l'impression qu'il a neigé sur le cours. Un demi-sac seulement sera utilisé pour cette opération de remise en forme. Ça s'appelle du chlorure de calcium. Et ça, c'est un produit qui est formidable parce qu'en fait, ça va restituer de l'humidité sur le cours. Ça va être épandu à la pelle, c'est manuel. Et en fait, ça va humidifier le rouge, ça va lui garder son humidité. Et de ce fait, le rouge va rester plaqué et il ne va pas s'envoler, donc le cours va rester humide. Et ça, c'est très important. L'opération aura duré environ 3/4 d'heure. Elle sera à nouveau renouvelée, mais cette fois sur les cours annexes moins agressés parce qu'exposés différemment. Et puis les entraînements des joueurs pourront reprendre pendant près de 2 heures, piétinant une surface à qui l'équipe technique aura donné vie. Dure finalement la vie de terre battue. Et puis à propos toujours de cette Coupe Davis, hier en exclusivité sur les antennes d'Alizé, le capitaine Yannick Noah confirmait qu'il était particulièrement satisfait de la qualité de cette terre battue. Et sur une autre chaîne, dans un entretien enregistré, il raillait un peu cette crainte manifestée par les journalistes du joueur Milos Raonic, qui est 13e mondial. Noah rappelait simplement que dans son équipe, il y avait d'abord un 9e et un 10e mondial et qu'il y avait 4 Français dans les 20 meilleurs mondiaux. Avant de refermer ce journal, parlons maintenant de nos cheveux. Et même moi, je peux en parler avec le salon qui se tient à Dugazon aux Abîmes. C'est sa 2e édition, un salon qui entend d'abord informer sur les cheveux naturels et les frisés. On y rencontre bien sûr les coiffeurs locaux, mais également des spécialistes venus des États-Unis. Muriel Barlagne. Pour cette 2e édition du salon Hair Care Expo, l'authentique Natural Hair Styling Team est revenu. Une équipe de spécialistes du cheveu naturel, originaires de différentes villes des États-Unis, formée il y a plus de 10 ans. En plus de démonstrations de coiffure, ces spécialistes habitués à faire le tour du monde sont venus éduquer. There are special products made especially for natural hair. There are 4 types of hair: kinky, curly, wavy or straight. Alors, il existe des produits spécifiques naturels pour les cheveux naturels. Alors, vous devez savoir qu'il y a 4 types de cheveux. Des cheveux qui sont courts, serrés, très très serrés. Un autre type de cheveux, c'est bouclé. Il y a aussi les cheveux qui sont en forme de vague. Et le dernier type de cheveux, ce sont les cheveux qui sont lisses. So you must know the products that go with each type of hair. Donc il est important de connaître quel type de produit que vous allez utiliser pour chaque type de cheveux. Il y a 2 façons de revenir au naturel, le Big Chop, le grand saut, qui consiste à tout couper, ou la formule progressive qui consiste à couper au fur et à mesure. Quelle que soit l'option choisie, il n'est plus question d'utiliser des produits chimiques ou des fers à lisser. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire l'un de ces choix, sauf qu'elles ne savent pas toujours comment prendre soin de leurs cheveux, ce qui explique pour beaucoup leur présence aujourd'hui. Parce que c'est un petit peu difficile de se coiffer avec les cheveux naturels, même si on peut y arriver. Et puis les produits pour en prendre soin, pour les hydrater, parce qu'ils en ont beaucoup besoin. Et c'est vrai qu'on a du mal à trouver de bons produits, à part le beurre de karité qui fonctionne bien avec mes cheveux. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à trouver des bons produits, donc je suis venue un petit peu voir ce qu'il y a à proposer ici aujourd'hui. Le salon Hair Care Expo s'adresse à tous les types de cheveux, qu'ils soient défrisés ou naturels, mais pas seulement. L'association Showtime, qui l'organise depuis maintenant 3 ans en Guadeloupe et en Martinique,
a souhaité en faire un véritable espace dédié à la beauté. Alors sur ces stands, il va trouver tout ce qui se tourne autour de la beauté de la femme. On va trouver à la fois des souliers, des vêtements, tout ce qui concerne la femme, la pose d'ongles, les salons de coiffure, donc c'est un ensemble de choses, tout ce qui est autour de la beauté de la femme. Un salon pour être conseillé, se faire coiffer ou trouver des produits qui sortent des sentiers battus. Le concept attire chaque fois plus de monde. Cette année, 5000 personnes sont attendues. Voilà, et pour faire plaisir à Robert Moy et son équipe technique en régie, je promets d'y faire un tour puisque le salon se déroule jusqu'à demain. Le temps, très sérieusement, qui fera cet après-midi du soleil sur l'ensemble de notre archipel, mais de la pluie en grande terre, à Marie-Galante également et puis à la Désirade. Les températures seront comprises entre 23 et 28 degrés. La qualité de l'air, quant à elle, est bonne, indice 3 selon l'indice de Guader. Au programme sur Alizé dans un instant, le journal de TF1, suivi de nos 2 magazines que vous ne manquerez pas de suivre, bien sûr. Reportage d'abord, suivi de grands reportages. Vous avez rendez-vous avec l'actualité régionale ce soir, 19h. Excellente journée.